Alors bonjour Fadi. Bonjour Fadi. Bonjour, bonjour à tous. Donc est-ce que j'assume bien que tu es en intercours ou pas? En quelque sorte, je suis en train de terminer de préparer un cours pour, ce début d'après-midi, mais, j'ai du temps, hein. De toute façon, je ne pourrais pas être là sinon. Bon. Alors, heu, notre camarade qui avait préparé un peu, les sujets avec toi, heu, j'ai trouvé justement moi j'aimerais commencer, sur un sujet, c'est alors, on a un contexte à l'heure actuelle où on nous parle de guerre tous les jours. Mmh, Mais moi la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tout ce langage et depuis d'ailleurs la crise Covid, hein, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre. On est en guerre, contre on va dire les dépenses publiques, exagérées. On est en guerre contre la crise économique, on est en guerre contre le chômage. On est en guerre, contre le vent, l'eau, la terre, je ne sais pas. On est en guerre contre le changement climatique. Bref, on on a l'impression que alors qu'on nous vend, dans le même temps que l'Europe, c'est la paix et qu'on n'a jamais vécu une période de paix aussi longue, que est-ce que tout ça n'est pas, un moyen, d'anesthésier les gens un peu avec la logique de la stratégie du choc de Naomi Klein, Mmh. pour nous faire en fait, pour cacher d'autres messages et pour nous faire avaler, tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'on est en guerre permanente contre tout. Et après on va parler plus sérieusement de la question de l'Ukraine. bien sûr. Bah, je crois malheureusement que pour le coup, le terme de guerre, en fait, il y a 2 choses qui s'est passé. D'une part, il a été galvaudé. Galvaudé parce que tu l'as dit, en fait, c'est un terme que l'on utilise à tort et à travers dans tous les sens. On se souvient effectivement de Emmanuel Macron qui, l'ère martiale, déclarait: «Nous sommes en guerre» il y a 5 ans au moment du confinement, ça faisait 5 ans pile et on avait bien compris qu'en réalité, nous n'étions pas, dans une vraie guerre, dans le sens militaire du terme, quand bien même il fallait combattre, ce qui se passait. Mais à partir du moment où on utilise le terme de guerre tout le temps et qu'en plus on fait croire que, l'Europe, c'est la paix depuis 45, ce qui est faux d'ailleurs dans plein d'endroits en Europe, mais passons. Bah, à partir de là, ça rend la guerre irréelle et impensable et impossible. Or, malheureusement, il y a quand même là des dynamiques qui démontrent que le risque de guerre est réel. Et pour le coup, on peut y voir éventuellement, parce que justement tu faisais référence à l'Ukraine, on pourrait estimer que c'est, un peu de du cynisme, de l'esbrouffe et cetera. Mais il y a quand même un projet derrière dont on va reparler, c'est celui de l'État fédéral européen, du sceau fédéral européen, c'est-à-dire la constitution d'un super empire, un césarisme monstrueux que dénonçait déjà en son temps, Jean Jaurès et dont l'une des bases majeures serait quoi? Eh bah, tout simplement l'armée, la guerre, puisque les empires, l'Union européenne est un empire de fait, hein, je dirais même si j'étais méchant un Reich, un 4e Reich. Et forcément, ça se construit à travers, eh bien, notamment la force. Or, il faut un ennemi. L'ennemi, bah, là, ça tombe bien, il est tout désigné depuis un moment, c'est la Fédération de Russie. Donc, malheureusement, il est à craindre qu'il y ait vraiment une volonté, qu'il y a un projet, qui amène tout droit, vers cette logique. Et d'ailleurs, dans le discours, de mercredi, du mercredi 5 mars, Emmanuel Macron a littéralement incité les Françaises et les Français à contribuer à l'effort de guerre de leur propre poche, avec leur propre épargne, un peu comme en 1914. Et si on écoute bien, cette fois-ci, ce ne sera pas au nom de la patrie, hein, ce ne sera pas au nom de la France, mais au nom de l'Europe. Parce que c'est ça, hein, le combat qui est mené. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron est un grand promoteur de la souveraineté européenne, hein, ça rejoint son principe. Donc là, je crains malheureusement qu'il faille vraiment prendre très au sérieux les propos, et pas que d'Emmanuel Macron, hein, mais de l'ensemble de l'état-major français, à commencer par Thierry Buccarde, qui depuis 4-5 ans a défini la la doctrine des conflits de haute intensité, que la France soit prête à affronter, à s'engager dans des conflits de haute intensité. Après, est-ce qu'on en a pour réellement le potentiel, on va dire matériel, militaire? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais en revanche, en termes de détermination et d'illuminisme, si j'ose dire, de la part de nos dirigeants, là, à mon avis, le doute n'est pas vraiment permis. Mais toi, tu crois vraiment parce que moi,
suis un réaliste, hein, en termes de géopolitique, mais Mmh mh. question militaire, la di il ne peut pas y avoir de conflit entre 2 nations nucléaires. La France est alors toi, pour toi, tu penses que c'est possible? En tout cas, bah, en tout cas, il y en a jamais eu. Ça, c'est sûr, il y en a jamais eu pour l'instant. Ça, au moins on en est certain. Donc je vais pas dire que c'est, sûr à tout prix. Je vais pas dire que c'est sûr qu'il y en aura. Par contre, je pense qu'il ne faut pas, pardon, je pense qu'il ne faut pas négliger, l'aspect, encore une fois, fou, illuminé, qui existe en particulier, dans la tête de nos dirigeants. D'ailleurs, si on réfléchit bien, il y a failli avoir quand même un précédent. C'était à Cuba en 1962. Ça s'est pas joué en grand chose, hein. Moi, je me souviens d'un article que j'avais lu il y a quelques années, où en fait on expliquait qu'à Cu au moment de la crise des missiles, il s'en était fallu d'un rien que, un type, au fond d'un sous-marin décide d'appuyer sur le bouton pour que le missile parte. Et le problème, c'est dans le fond la question de la rationalité. Alors non pas d'ailleurs des dirigeants russes qui, sont globalement relativement calmes, si j'ose dire, par rapport à l'ensemble de la guerre de propagande qui est menée aussi du côté, occidental. Ce qui ne veut pas dire que, les dirigeants russes ne le font pas eux aussi d'ailleurs. Mais enfin, ils sont relativement calmes et rationnels. En revanche, nous, on voit des déclarations martiales qui certes peuvent être encore une fois considérées comme de l'esbrouffe, mais il y a un risque, c'est qu'on finisse toujours par, finir par croire, ce que l'on dit. Ça, c'est un véritable risque. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger cette, possibilité parce que nous avons affaire à des dirigeants, chez nous, et d'ailleurs tout le monde le dit à propos d'Emmanuel Macron, qui, ne sont plus forcément si rationnels que cela. Donc je n'exclus aucune hypothèse. Je ne dis pas que ça aura lieu à coup sûr, certainement pas, mais je n'exclus aucune hypothèse. Mais, alors si je dis ça, c'est parce qu'il y a pas il y a pas de après, en fait, la guerre nucléaire. À part peut-être pour, les centaines d'humains qui vont survivre, dans quelques bunkers, il y a pas de vie. Parce que il y a une mauvaise conception et une mauvaise compréhension, en fait. Les gens pensent que ils mourraient par l'impact des bombes, mais en fait, c'est la question, c'est les nuages de poussière générés. Mmh. Avec 10 ogives, c'est fini. En fait, l'hiver nucléaire est partout, Oui, tu plus de récolte, tu plus rien, je tu sais. perds, donc de toute façon, il y a pas besoin d'une guerre nucléaire totale et 10 ogives, dans le cas d'un conflit, c'est rien. C'est Mmh. et on sait qu'aujourd'hui, que ce soit les Américains, ou avec les bombardiers, B2 et cetera, ça doit transporter, je crois 4 ou 5 ogives chacun, donc il faut pas grand chose en fait pour que ce soit, on va dire game over pour tout le monde. J'ai du mal à croire à part, et par contre là, on peut être inquiet plutôt des dirigeants américains parce qu'ils ont ce côté religieux de croire au jugement dernier et qu'il y Destinée a manifeste. exactement et qu'il y a une suite après. Heu, on lance, bon, bah, il boit son dernier brandy avant la fin, quoi, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire, à ça. Par contre, ce que je crois, c'est que le sentiment de peur tétanise les gens et leur permet d'accepter des choses qu'ils n'accepteraient pas normalement. Oui, bah, c'est vieux comme le monde de gouverner par la peur. C'est vieux comme le monde. Puis tu l'as dit, de toute façon, il y aurait même pas besoin, on va dire, de larguer, un nombre de d'armes nucléaires, extraordinairement destructrices. Mais, vraiment c'est là où on en vient au problème. C'est qu'en fait, pour nous, qu'on le veu alors c'est vrai que, si on regarde l'histoire depuis 1945, on va dire que l'Europe a été un peu plus épargnée que d'autres continents par la guerre et dans le fond, la guerre nous paraît quelque chose d'irréel. D'irréel. En tout cas en France, nous quand on l'a eu, c'était en Indochine, en Algérie essentiellement, encore qu'il y avait aussi une féroce répression en France, contre les nationalistes algériens et contre aussi des communistes, qui, réclamaient la fin de la guerre d'Algérie ou, qui refusaient la guerre d'Indochine. Mais dans le fond, c'est loin, c'est très loin et donc on a du mal à imaginer, ça paraît irréel. Le problème et encore une fois, c'est qu'on a aussi des dirigeants qui, tu as dit illuminés, pour les dirigeants des États-Unis avec leur destinée manifeste, mais, je crois franchement qu'Emmanuel Macron a atteint un degré d'illuminisme qui est, rarement vu
parmi les dirigeants de ces dernières, décennies, en France. Il se Et prend pour d'autant James Bond. Tu as peut-être et raté la première partie. Il veut s'acheter une Aston Martin James Bond. oui, et il a un vrai projet idéologique. Il a un vrai projet. C'est le saut fédéral européen. C'est encore une fois cette espèce d'empire européen qui est en train de se constituer progressivement, qui écrase l'ensemble des peuples d'Europe, sous la férule du réarmement. Et puis d'ailleurs, il faut signaler qu'il n'y a pas que la France. Il n'y a pas qu'en France où il y a du réarmement massif, en Europe. En Allemagne, des records de dépenses, militaires, inédites depuis, les années 30. C'est pareil aussi dans d'autres pays puisque nous avons, rappelons-le, dans le cadre de l'OTAN, eh bien, des objectifs fixés par les dirigeants qui réclament dorénavant que ce soit carrément 5 du budget qui y soit consacré. Et si on a bien écouté les dernières déclarations, des dirigeants, français notamment, eh bien, il est proposé d'aller vers du 3-4 alors qu'à l'heure actuelle, on est à 2. La France est aussi le deuxième exportateur mondial d'armes à l'heure actuelle. Donc, on voit bien qu'il y a une logique et une dynamique qui est là. Alors après, encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'il va forcément y avoir un affrontement, et cetera? Je ne vais pas le dire avec certitude, personne n'en sait rien. Mais d'en écarter la probabilité, même malgré ce qui paraît être le garde-fou ultime, c'est-à-dire le nucléaire, je ne saurais l'affirmer parce que l'arme nucléaire suppose aussi une certaine rationalité, encore une fois. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que nos dirigeants, la rationalité, ça fait un petit moment qu'ils l'ont abandonnée. Et c'est ça qui est finalement le plus inquiétant dans le fond. Mais justement, tu parles du fédéralisme, effectivement, quand on sait le rejet massif du principe même des traités européens par les populations européennes, la peur est un bon moyen de leur faire passer la pilule. C'est-à-dire que tu peux, facilement, dire à des gens: «Bon, OK, en temps normal, on ne le ferait pas, mais là, il y a péril en la demeure, il faut abolir certaines choses, par les libertés publiques», parce que, comme on dit, je crois, il y a une crise existentielle. Il y a Oui, bien sûr. On est face à un péril civilisationnel. Le terme péril civilisationnel qui a été employé plusieurs fois est quand même pas rien. Le Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu très peu de périls civilisationnels. Les périls civilisationnels qu'il y a eu, c'était, les conquistadors qui sont arrivés et qui ont décimé les empires, d'Amérique latine, les Mayas, les Aztèques et cetera. Ça, c'était un vrai péril civilisationnel, où c'est certains nettoyages ethniques, qui où des peuplades complètes ont été décimées. Sur le reste, on va dire, un péril civilisationnel, ça voudrait dire notre disparition à nous, en tant que pays et cetera. Or, entre nous, le seul péril civilisationnel que je vois, c'est l'Union européenne, puisque c'est elle qui veut nous faire disparaître, c'est pas l'inverse. Complètement. Je ne crois pas comment ça s'appelle? Poutine n'a jamais déclaré que la France devrait être une province, périphérique ou un satellite de l'Union soviétique. Bah, pour aller dans ton sens, en fait, si on regarde un peu historiquement, et ça rejoint un peu les cours que je donne en ce moment en terminale, puisque je leur parle de la décolonisation. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Europe n'est plus le centre du monde, en fait, depuis 1945. Sauf que là, c'est tellement éclatant que d'ailleurs, moi-même, je montre en cours des cartes du monde centrées sur le Pacifique, sur l'Indo-Pacifique. Et comme ça, on voit où se trouve l'Europe, c'est-à-dire à la place de l'Alaska. Le risque, c'est ce grand déclassement et cette grande disparition. Donc ça engendre de la peur dans les têtes de nos dirigeants, de la peur, la volonté de conjurer, ce qui se passe, et ça débouche sur la mauvaise solution, c'est-à-dire le repli civilisationnel justement, c'est-à-dire celui de: «Nous sommes européens». Entre parenthèses, c'est pas nouveau, ça existait déjà, en réalité dès au moins la fin de la Première Guerre mondiale, et si on regarde bien historiquement ce qui s'est passé, et ben, la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on regarde les discours des collaborateurs, des nazis, de tout ce que l'on veut, et ben, ils se battent au nom de, la défense de l'Occident, au nom de la défense de l'Europe, au nom de la civilisation européenne qui serait menacée, alors à l'époque par les judéo-bolcheviques, d'origine asiatique et cetera. Bon, bref, il y a toujours cette peur, cette angoisse, et encore aujourd'hui, c'est ce qui se retrouve dans les discours, hein, c'est ce qui se retrouve très clairement dans les discours. Je viens de dire, par exemple, l'expression «défense de l'Occident».
Défense de l'Occident, je signale que c'est un ouvrage, qui avait été, publié en 1927. En 1927 par un royaliste de l'Action française, Henri Massis, et qui par la suite est devenu pendant, au début des années 50, une revue de combat dans le cadre de l'affrontement avec le communisme. Donc il y a vraiment cette peur, et c'est cette peur qui amène à des, justement, réactions irrationnelles. Heu, Au contraire, ce que devrait faire la France, bah, c'est justement s'ouvrir au monde. L'UE, c'est la fermeture, et la sortie de l'UE, c'est justement, et de l'OTAN, c'est l'ouverture au monde, c'est ça en fait. Et une petite anecdote, beaucoup l'ignorent, mais en fait, il y avait déjà eu un premier référendum pour le Brexit en 1975. Et à l'époque, 2 tiers des Britanniques avaient décidé de rester dans la CE. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui militaient pour la sortie de la CE expliquaient que out Europe and into the world. C'est-à-dire, on sort de l'Europe et on rentre véritablement dans le monde. Parce qu'effectivement, l'UE nous enferme. Nous enferme dans un délire civilisationnel dangereux. Et il suffit de voir quelles sont les formations politiques qui, partout en Europe, progressent d'ailleurs. Ça ne surprendra personne. Mais alors Donc parce que, je ce pensais à ça cette sur la argumentation sur le ouais, vas-y. Frexit pour le Brexit, pardon, ça a été d'ailleurs également utilisé récemment, hein, sur le 2e référendum, hein. Bien Ça sûr. faisait partie d'argumentaire, hein, aussi. Donc c'est une constante quand même, et donc c'est aussi une problématique, qu'il faut garder en tête, y compris pour nous notamment. Oui, je disais, on voit, avec l'élection de Donald Trump, il y a une très grande fébrilité, des dirigeants européens qui doivent réadapter leur narratif. Puisque d'un seul coup, c'est pas nous, l'Occident, avec les États-Unis, contre le méchant ogre russe, les Chinois, et les Nord-Coréens. Même si on se dit que les Chinois, ils sont moins dangereux, mais voilà. Les Américains disent: «Non, le danger, c'est les Chinois, les Russes, ils sont gentils et en fait, vous qui leur faites la guerre, vous faites chier». Et ben, je schématise un peu, mais et C'est donc ça. est-ce qu'on n'est pas, en fait, dans un jeu de dupes où Macron, avec son grand projet d'être président de l'Europe, puisque on voit bien là où il se dit: «Je fais semblant de soutenir l'Ukraine jusqu'au dernier moment pour après dire: "Vraiment, si les Américains n'avaient pas lâché, on aurait gagné, mais que voulez-vous? On était seuls contre tous"». Et donc narratif complètement fictif et on va dire probablement préparé de longue date, où il fera un jour une déclaration à la nation: «Malgré moi et contre toute attente, face à la lâcheté des autres dirigeants occidentaux, nous avons décidé de ne pas abandonner l'Ukraine, mais nous devons, on va dire, nous rendre, hem, à la raison que la guerre n'est plus gagnable et que donc l'Ukraine doit être cédée à la Russie». Tu vois? Je le vois, hein, le discours, je le sens, en fait. Je sens qu'on va avoir un truc comme ça et on nous dira: «On a fait ce qu'on pouvait» et que justement il est l'agenda de Trump s'accélérant, il est dans cette espèce de surmédiatisation donc de la guerre. Parce que malgré tout, on voit même si la France est devenue le deuxième exportateur, mondial d'armement, c'est ce qu'on en a parlé hier, avec Georges, et Gilles Casanova justement sur cette question-là. L'Ukraine devenant le premier importateur, on se rend compte que ça nous met quand même dans une position de faiblesse parce qu'on on importe beaucoup, on produit quand même assez peu d'armes. Donc même pour notre du moins, à part la France, même pour notre industrie, on ne gagne pas tellement, en On fait. produit des armes très chères surtout. Voilà, C'est-à-dire c'est des ça. Rafales, voilà, On des n'a choses pas de comme ça. gain, considérable. Qui gagne, notre industrie de guerre? C'est surtout le complexe, militaro-industriel américain. Puisque avec l'OTAN, Ouais. on est obligé de leur acheter des armes. Donc est-ce que justement on n'est pas juste sur une espèce de théâtre, hein? Faut pas oublier, Emmanuel Macron est un acteur de théâtre, c'est souvent oublié et donc avec, façon tragédie grecque, il doit se dire à Zelensky, c'est avec son kaki et tout, ça fait mec un peu costaud, tu vois? Moi aussi, j'ai envie d'être comme ça. Je Et c'est pour ça qu'il s'achète des Aston Martin pour se passer pour James Bond, tu vois?
Je sais pas, c'est très étrange parce que, il y a eu quand même la séquence que Macron a eue avec Trump, où Trump qui se moque de lui lors dîner à la Tour Eiffel et qui dit, «Ce mec est un bon client». Heu, je sais pas. Je me demande si justement on n'est pas juste dans une mise en scène parce qu'il faut pas perdre la face et parce qu'il faut pas dire: «Oui, on a soutenu une guerre qui n'était pas gagnable, ça a coûté plein d'argent, il y a plein de gens qui sont morts», alors qu'en fait, ça aurait pu être réglé à Istanbul en 2 semaines et on aurait évité une boucherie. Bon, bah, le côté théâtre n'est non seulement n'est pas à exclure, mais est probable et ne serait-ce même que pour, et ne serait-ce même, que pour, poursuivre le saut fédéral européen, l'Europe de la défense, parce que c'est pas incompatible, en fait. C'est pas du tout incompatible. La question étant effectivement derrière de savoir si finalement, on y va définitivement ou non. Et donc on renvoie à cette fameuse question de la rationalité. Mais qu'il y a un côté théâtre, c'est une évidence parce qu'après il pourra démontrer qu'effectivement lui a tout tenté, comme tu l'as dit, hein, pour, venir en aide à l'Ukraine, sauver, l'Ukraine, Zelensky et cetera et donc rendre responsables les États-Unis de cette situation. Donc ça clairement, il y a cet aspect théâtral. Mais, encore une fois, en même temps, il sait se servir de cet aspect théâtral, il est toujours dans le en même temps, pour, avancer son fameux projet, hein, celui Mmh. d'impérator européen, avec, l'armée européenne et cetera. Parce qu'il raisonne vraiment comme ça, il est dans cette logique. Il faut vraiment écouter, je pense, l'ensemble de ses vœux, de ses discours depuis 2017 où, en réalité, son patriotisme, il n'est pas national, il ne saurait l'être d'ailleurs. Pour lui, c'est une échelle qui ne convient absolument pas, pour X raisons, et notamment le fait qu'il y a des mouvements sociaux qui s'opposent un petit peu à lui de temps en temps quand même si en ce moment, malheureusement, les états-majors syndicaux sont un petit peu en dessous, notamment sur cette question de la guerre. Mais concrètement, il veut avancer vers son patriotisme européen, hein, il se pense ainsi. Et c'est là où on en revient au problème de fond, c'est-à-dire que justement, ce patriotisme européen, comme il ne marche pas avec ce qu'on appelle la concurrence libre et non faussée, comme il ne marche pas avec Maastricht, bon, bah, il reste pas 36 000 solutions. D'autant plus que, bah, en Europe, dans le fond, les populations, les peuples, ils sont d'abord, avant tout, ils se pensent avant tout dans le cadre de la nation, ce qui est assez logique d'ailleurs et évident. Donc il ne reste plus que cette fuite en avant. Et cette fuite en avant, jusqu'où peut-elle mener? Bah, ça, c'est bien la question, avec effectivement un pari aussi, c'est de faire le pari que, les populations, les peuples n'oseront pas aller jusqu'à et c'est le pari qu'il avait fait pour les retraites, que les travailleurs n'oseraient pas aller jusqu'à l'insurrection, n'oseraient pas se battre contre l'ennemi principal qui est dans leur propre pays. Ça, c'est la fameuse formule de Karl Liebknecht de 1914 qui indiquait que l'ennemi principal est dans notre propre pays. Et c'est vrai que pour nous, travailleurs de France, notre premier adversaire ennemi à combattre, il est à la tête du pays, parce que c'est lui qui impulse cette dynamique mortifère à tout point de vue, peut-être effectivement en préparant une... D'ailleurs, on sait que l'Ukraine va certainement perdre. Donc, en préparant le narratif de défaite, et en justifiant dès lors le fait d'aller encore plus loin dans le saut fédéral. Parce qu'il ne perd pas de vue ce projet-là. C'est pas parce que éventuellement l'Ukraine perdrait que hop, on va arrêter de se battre. Au contraire. Après, on nous sortira que la Russie menacera d'attaquer la Pologne, les Pays-Baltes ou que sais-je encore. Voilà, donc, dans le fond, ce sera la démonstration, malgré tout, qu'il faut aller encore plus loin dans cette fuite en avant, à savoir jusqu'où ça nous mènera. Alors, il y a une question pour vous, monsieur Kassem, mais qui va croire son narratif? Le gars chute, dans les sondages d'opinion, il est discrédité sur la scène internationale. Au niveau européen, il est dans un entrisme forcené. Ah ben il y a un côté rassurant. Il y a un côté rassurant, c'est qu'il y a quand même, pas mal de gens qui effectivement ne croient plus, véritablement, n'écoutent plus Emmanuel Macron. Mais en même temps, il faut pas oublier ce qu'on appelle les faiseurs d'opinion, les relais d'opinion et c'est pas négligeable. Je ne parle même pas tant des médias. J'ai encore entendu récemment Lucie Castex, hein, vous savez, c'était la fameuse, candidate, pour, le NFP, expliquer, quand on lui parlait de l'effort de guerre et cetera, il faudrait peut-être, bon, voilà, et ben, elle disait: «Beh, en soi, le problème, c'est pas l'effort de guerre, donc apparemment, c'est pas un problème, c'est de le répartir équitablement». Donc on voit qu'il y a des positionnements de ce type.
J'ai pu voir récemment, et j'ai fait une vidéo à ce sujet, des déclarations de députés ou de membres du PCF, approuver approuver la ligne d'Emmanuel Macron, à l'image du sénateur PCF des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias. Il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même, irrationnellement, une guerre de propagande, c'est une vraie guerre qui a été, menée par, les dirigeants depuis très longtemps, qui renvoie aussi à une russophobie, hein. Il n'y a pas que l'anticommunisme, il y a aussi une véritable russophobie qui existe chez de nombreux dirigeants de ce pays. Alors pas tous, évidemment, et d'ailleurs une russophobie moins présente, dans une partie de la population, surtout chez les classes populaires, hein, la plupart du temps. Par contre, ne crois pas que cette il faut surtout pas croire que cette russophobie n'est pas partagée. Par exemple, par des classes, moyennes supérieures, un peu éduquées et cetera. Alors là encore, pas par tout le monde, on le sait. Entre nous, là, nous ne sommes pas, forcément des prolétaires, au sens ouvrier du terme. Mais, malgré tout, bah, moi je le constate, hein, dans des discussions, mais quand même la Russie, mais quand même Poutine, mais quand même ceci. Heu, il ne faut pas négliger cet aspect-là, cet aspect, d'aliénation en fait, d'aliénation, idéologique, d'aliénation mentale. Et cette aliénation, elle peut, avoir des conséquences néfastes parce qu'elle peut justement déboucher sur, bah, une attitude de somnambule, en fait. Et c'est ça le grand danger. Donc nous, nous sommes, en quelque sorte des éclaireurs, des éveilleurs de conscience. Ce qui est bien, c'est que je pense quand même qu'il y a effectivement, la conscience, que là, on risque d'aller vers un désastre si on continue dans cette logique. Mais ne négligeons pas nos adversaires, nos ennemis, parce qu'ils ont des moyens quand même de propagande et d'aliénation qui sont assez, énormes et contre lesquels nous devons nous battre quotidiennement. Vous en savez quelque chose et nous aussi, au pôle de Renaissance communiste en France, on en sait quelque chose. Mais alors justement, est-ce que, nous, en particulier en France, on souffre pas depuis Napoléon, on va dire, de cette propagande anti-russe parce qu'on a mal supporté notre déroute et moi on va dire toute la littérature, les bandes dessinées, Tintin au pays des soviets, pour ceux qui Mmh. l'ont lu, jusqu'à aux films qui présentaient systématiquement, les Russes jusqu'à la chute de l'Union soviétique comme des méchants, donc les rouges, puis après comme des mafieux méchants, c'est-à-dire c'était toujours les Russes, mais ils étaient plus communistes, ils étaient mafieux et donc avec ce côté, on va dire méchant éternel, un peu comme, peuvent l'être dans l'inconscient des gens les Nord-Coréens. C'est-à-dire que qu'ils soient, c'est devenu tellement imprégné dans les gens que les gens ont un biais naturel à se dire, heu, ils sont comme ça. De la même manière que quand on parle des Tchétchènes, on ne peut pas imaginer, un homme tchétchène, expert en broderie. On imagine des mecs qui font de la lutte et qui ont envie d'en découdre. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement, on ne paye pas ces centaines d'années justement de propagande anti-russe, de russophobie qui fait que, sans même s'en rendre compte, on est, un peu comme on l'a d'ailleurs avec l'Allemagne, hein, cet antagonisme permanent ou même moins l'Angleterre de nos jours, mais pendant, quand même des centaines d'années, l'anglais, était, l'ennemi, horrible de la France. Ouais, plus que l'Allemagne. Et Hollywood, alors dans tout ça, justement, a fait un travail, magnifique si tu veux, les Russes c'était quand même, et dans tous les films, il y avait un ennemi russe. Ah bah, il se trouve que, c'est aussi cette capacité à imposer un récit, un discours. Il y avait un un anthropologue, britannique, j'ai oublié son nom, mais qui avait, publié, Le vol de l'histoire: comment l'Europe a imposé son récit au reste du monde. Bon, notamment en termes, Jack Goodies, voilà, je recherchais son nom, je l'ai trouvé, Jack Goody, il s'appelait. Jack Goody, avec un Y à la fin. Et Jack Goody, voilà, il démontrait comment ce narratif a réussi à s'imposer progressivement, avec effectivement la fabrique d'imaginaire autour de tout ça. Même si, faut être bien conscient que, c'est une grille de lecture, indispensable, nécessaire, mais après elle ne remplace pas aussi, bon, les intérêts bien compris, de classe. En tout cas, hein, effectivement au PRCF, on analyse toujours aussi, déjà à travers une grille de lecture qui est, la lutte des classes. Parce que malgré tout, les gens qui tiennent ces discours sont aussi parfaitement capables, de, repérer leurs intérêts matériels immédiats, hein,
éventuellement, en cas de menace de leurs propres intérêts matériels. Je signale d'ailleurs à propos de lutte de classe ou d'intérêt de classe que, Volodymyr Zelensky, lui, profite bien de la guerre également pour s'enrichir considérablement, et aller, parader un peu ou avoir des villas au niveau de la Côte d'Azur, ce genre de choses. Oui, ou d'ailleurs, il côtoie des oligarques russes, ça ne le dérange pas plus que ça. Donc on voit qu'ils sont aussi capables de s'adapter. Mais au niveau des populations, ce qui est vrai, c'est que la diffusion de ces imaginaires, à un moment donné, elle peut jouer, elle joue. Il suffit de voir également tout ce qui se dit à propos désormais du conflit israélo-palestinien ou des rapports avec l'Algérie. Il y a toujours cet imaginaire qui est lié au poids du passé. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, c'est spectaculaire le changement. C'est-à-dire que la façon dont les médias dominants, en gros, traitent la question, elle est beaucoup plus engagée pro-Israël qu'il y a 30-40 ans. Il y a donc eu une modification hein, qui s'est produite petit à petit à ce sujet. Et c'est là où j'en profite parce que j'ai vu que dans le fil de discussion, il y avait la question, mais que faire de manière très pratico-pratique par rapport à tout ça? Ah bah, nous, ce que nous expliquons, c'est que s'il n'y a pas un vrai parti communiste, c'est-à-dire qu'il y a une grille de lecture justement marxiste-léniniste, en gros, ce à quoi, clairement, face à quoi a capitulé le PCF, pardon, depuis plus de 40 ans. Ils ont totalement abandonné le marxisme-léninisme et cetera, au moins au niveau des dirigeants. S'il n'y a pas un vrai parti que nous essayons de reconstruire et s'il n'y a pas aussi, ça c'est l'autre combat que nous menons, un combat en faveur d'un syndicalisme de classe et de masse également. Je parlais des états-majors nationaux, je parlais tout à l'heure de Sophie Binet, mais au sein de la CGT, par exemple, il y a pas mal de bases rouges qui sont en désaccord complet avec la ligne, même sur la question justement de la guerre russo-ukrainienne, etc., qui sont en désaccord complet et qui essayent de représenter une ligne alternative. On avait vu d'ailleurs lors du congrès de Clermont de la CGT en mars 2023 comment ça avait été houleux. Et il y avait notamment eu potentiellement la candidature d'Olivier Matteux qui, je ne sais plus s'il l'est encore, mais qui au moins était à l'époque le secrétaire de l'union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône. Donc en fait, c'est construire nos propres outils de résistance, construire nos propres outils en repartant éventuellement de ce qui existe, mais nous on estime par exemple que le PCF, structurellement, est dans une situation d'euromutation et de social-démocratisation irrécupérable. Et donc nous on explique que si on n'arrive pas à reconstruire tout ça, ah oui, ce sera beaucoup plus difficile de résister parce qu'encore une fois, le meilleur service qu'on peut rendre à la paix, c'est de faire en sorte que la France, avec un gouvernement véritablement populaire et démocratique à sa tête, sorte du carcan, c'est-à-dire l'UE, l'euro, l'OTAN, et pour nous évidemment le capitalisme, mais en tout cas puisse construire ces outils d'émancipation parce que on ne les a plus, on ne les a plus, et on dépend de gens qui, de surcroît, euh, trahissent souvent leurs paroles, donc dans ce cas, ils trahissent plus, sont des traits, sont des ennemis tout court, et puis tombent dans le narratif du dominant. Encore une fois, il faut écouter vraiment les interventions des états-majors syndicaux ou de certains membres du NFP à ce sujet. C'est-à-dire, oui, Macron, dans le fond, bah, il n'a pas tort, c'est vrai que la Russie, ceci, cela, et vous verrez qu'on nous fera le même coup à un moment donné avec la Chine populaire ou avec d'autres pays, hein, parce que c'est ça aussi qui se profile derrière. Alors certains ont noté et ont dit: «On mange de la propagande, comment ça s'appelle? Américaine tout le temps sur la question de la Russie, mais on n'a pas l'inverse». Alors c'est pas complètement vrai. Alors oui, jusque avant, il y avait des films genre, Eisenstein, qu'on ne voyait pas, facilement en Europe, mais par exemple, il y avait un film qui a fait un gros succès, sur Netflix et qui est un film, alors pas forcément pro-Poutine, mais compatible, qui était Major Grom. Donc, Mmh. qui était un super-héros, flic russe, incorruptible, qui luttait contre les oligarques et cetera, qui était pour la discipline, la vertu, qui a quand même des sujets un peu particuliers et qui était un film d'action, façon Tom Cruise et qui était russe. Et donc, il y a justement les plateformes, se sont rendues compte qu'il y avait un vrai sujet là-dessus, et donc on p je pense pas, et aujourd'hui, alors bien sûr, c'est déséquilibré, hein, les Russes ne produisent pas autant que les Américains, et que je sache, dans les films, russes, l'ennemi systématique n'est pas, l'Occident ni les Américains. Bien sûr.
malgré tout, ce que je pense, c'est que on la Russie est un ennemi pratique. Pratique parce qu'il est proche tout en étant loin. Heu, il est plus pratique que, par exemple, dire, voilà, les Serbes sont l'ennemi. Les Balkans, c'est trop proche, déjà. Bon, c'est C'est pas assez crédible. Oui, oui, tout à Oui, fait. La Russie, c'est grand, c'est plus ou moins désertique, c'est très mal connu, parce qu'il faut y aller, hein, en Russie, c'est pas si facile. Il faut parler la langue. C'est un peu mmh, comme avec la Chine, on peut raconter n'importe quoi, parce que concrètement, pour un occidental, pour essayer de s'informer réellement sur la Chine, pour échanger, il faut qu'il parle chinois. Et le chinois, bah, si tu parles pas chinois, n'importe quel Raphaël Glucksmann peut te raconter n'importe quoi. Et donc la la Russie, c'est pas le même alphabet, même si c'est difficile. Le nombre de vidéos, quand on te met une vidéo d'un dirigeant russe qui dit, «Il faut, raser, Paris, sous les bombes nucléaires», tu sais pas si c'est ironique, pas ironique, tu peux pas analyser le discours. Tu ne peux faire que confiance à ceux qui vont te rapporter: «Regardez, il a dit ça, mais peut-être c'est dit sous le ton de l'ironie», et le sarcasme, qui peut ne pas être entendu dans le ton, mais qui peut être dans le, on va dire, dans le bien sûr. phrasé. Mmh mh. Exactement. Donc c'est vrai que déjà, moi, je trouve que cette déconstruction risque de prendre très longtemps, parce Ouais, c'est le cas. que sauf si les Américains mettent tout leur effort pour faire passer les Russes pour des gentils. Je sais pas, on verra, et les Chinois pour des méchants. Très compliqué. C'est par exemple, la l'importance dans la pop culture de la méchanceté du régime nord-coréen est sans commune mesure avec le réel pouvoir du régime nord-coréen à nuire au reste du monde. C'est-à-dire que c'était, je crois, même dans certains James Bond, présenté comme, l'ennemi ultime et cetera à un moment. Les Nord-Coréens, ils arrivent même pas à reprendre la Corée du Sud, alors, de le voir, je veux dire, c'est quand même compliqué. Mais c'est vrai qu'on nous construit, ces c ce double narratif où d'un côté on nous dit: «La Russie est à genoux, aux 2 doigts de l'effondrement, ça tient pas», et de l'autre: «C'est un péril existentiel et cetera, et il faut une grande armée». Mais je vais faire un autre parallèle parce que moi j'aime bien la pop culture, et il y a un truc ce matin où je me suis dit: «Mais c'est dingue, tout ce qui se passe actuellement me fait penser à un film très populaire du début des années 2000, c'est Star Wars: La menace fantôme». Comment OK. commence la menace fantôme? C'est la Fédération du commerce qui attaque une petite planète pacifique, et donc grâce à ça, l'empereur Palpatine peut obtenir une armée. Donc il dépense beaucoup, tiens, il te chope une armée de clones toute faite, qui lui permet de mettre en place des lois d'exception et de prendre le pouvoir, et donc de créer un empire puisqu'on pa et changer la République, et d'un seul coup, je me suis dit: «C'est bizarre, il y a quand même des similitudes avec le scénario qui se passe à l'heure actuelle». Alors, c'est fortuit, mais c'est, les fameux gentils, donc la princesse Amidala et son peuple, les gentils qui sont attaqués par les méchants, puis, des gentils qui viennent défendre les méchants, mais en fait, les gentils qui viennent défendre contre les méchants sont pas vraiment gentils, et à la fin, tout le monde se retrouve sous, une dictature autoritaire. Alors, est-ce que dans cette histoire, Emmanuel Macron est Dark Vador ou Palpatine? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire qu'il est plutôt Jar Jar Binks, mais voilà. Celui Ah, qui Mais c'est vrai que justement, il y a, c'est beaucoup, c'est pas assez dit, mais c'est, heu au-delà du côté science-fiction, il y a tout un aspect politique, hein, en particulier des épisodes, et sur la prise de pouvoir justement basée sur la peur. Et justement cette construction douce qui passe de, on est une république, à on va donner les pleins pouvoirs à quelqu'un qui va monter une armée et qui va mater toute, comment ça s'appelle? «Toute rébellion» entre guillemets. Je sais pas, alors peut-être ça t'inspire pas du tout,
PRCF, c'est Non. banni Star Wars, mais Alors non, non, d'abord parce que, nous avons, au sein du PRCF, nous avons un ensemble de commissions de travail, nationales qui travaillent dans des tas de domaines, y compris le domaine de la culture. Nous accordons une grande place, mmh, à la culture, la JRCF aussi, hein, la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France, où il y a toute une section, contre-culture qui existe. Donc on est attentif à ça. Mais, à la limite, pour, répondre, pour revenir à ce que tu disais, sortir de cette situation, ça prendra du temps. Alors évidemment, si on se situe que en termes de bataille idéologique et intellectuelle, ça prendra du temps, c'est inévitable. J'ai bien dit si on ne se situe que de ce point de vue-là. Et c'est là où nous en revenons aussi à l'autre, pendant qui pour nous est quand même le pendant majeur, c'est-à-dire la lutte des classes, l'affrontement de classes. Parce que dans le fond, si on regarde bien, ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'elle arrive, il y avait déjà un état de dé si on prend le cas de la Russie justement, il y avait déjà un état de contestation énorme. Il y avait eu la révolution de 1905, il faut quand même pas l'oublier. Mmh. J'estime d'ailleurs à titre personnel que les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, ça a été l'équivalent de 1905. Voilà. Et or après 1905, il y a eu 1917. Je ne sais pas si ça arrivera en France, 1917, mais pourquoi je dis ça? Parce que dans le fond, Macron sait très bien que son pouvoir est quand même délégitimé et affaibli. Et d'ailleurs, un auditeur l'a dit à travers la question. Et à partir de là, et ben encore une fois, la fuite en avant qui lui reste, c'est celle-ci. Alors, à un moment donné, diriger devient de plus en plus difficile, donc il reste le grand dessein, le grand projet. Sauf que ça a des conséquences très concrètes. Ça a des conséquences très concrètes dans la vie de tous les jours, puisque ça signifie moins d'argent pour les retraites, moins d'argent pour les salaires, moins d'argent pour les services publics, moins de liberté tout court. Et ça, eh ben, justement, c'est de là dont peut venir la fameuse étincelle. L'étincelle, c'est le moment où on s'y attend pas, c'est le moment où en apparence comme ça tout est calme, où la population semble résignée et prête à accepter, le narratif dominant et une partie de la population effectivement l'accepte. C'est-à-dire il y a une autre partie qui est en sécession littéralement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en 1917, c'est la sécession. C'est la sécession alors que le narratif quand même de l'entrée en guerre et cetera avait pu à peu près passer en Russie, à peu près, jusqu'à ce que ça craque. Et ça craque parce qu'il y a les contradictions matérielles, les contradictions de classe. Et donc, c'est pour ça que nous, ce que l'on dit, c'est que ces contradictions peuvent jouer un rôle, y compris dans la façon dont le monde peut dès lors être analysé. D'ailleurs, pour preuve, je l'ai dit tout à l'heure, les classes populaires, les ah, discours qui viennent de Moscou que ceux qui viennent de l'Élysée. Et voilà. Donc ça veut dire que quelque part, il y a, justement aussi une logique de classe qui peut se rattacher dans ce, combat et qui se rattache et pas qui peut se rattacher, qui est même la matrice quelque part de la bataille idéologique. Si on en reste qu'à la bataille idéologique, qui est très importante à mener, là effectivement ça prendra du temps et ce sera beaucoup plus compliqué. je comprends. De toute façon, il va falloir des décennies, hein, pour déconstruire, l'image, du Russe comme le méchant, à tout prix. Pourtant, c'est pas faute d'hommes français, célibataires qui sont allés chercher des femmes russes. Apparemment, dans ce sens-là, c'était pas Ukrainienne, souvent. hein? Ukrainienne beaucoup plus. Aussi maintenant, dans ce sens-là, apparemment, les Slaves sont pas trop méchants. Mais ce qui est sûr, c'est on même, je pense, avec un changement de régime en Russie, il y aura encore, c'est un ennemi pratique, en fait. C'est ce que je remarque, Bah, c'est évidemment. voilà, Ça veut dire et bondir la d'ailleurs, force. on voit, hein, dès lors quand ils sortent quand l'Union soviétique s'effondre, il reste l'ennemi quand même, alors qu'il y avait plus d'antagonisme à ce moment-là. Donc Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut pas se demander si tout ce discours guerrier ne sert pas à organiser, un écrasement, social? Parce que Si, quand même derrière la question se pose, par exemple en termes de financement, il y a bah, je voyais justement alors il y a quelque temps, par mon syndicat, j'avais vu arriver un communiqué, sur l'Ukraine, pour enfin Poutine est agresseur et cetera et puis là aujourd'hui, bah, ça commence à tilter. Il y avait je sais pas si Pedro tu l'as, c'était sorti sur France Info. Les syndicats écartent tous l'idée d'un effort de guerre financé par un décalage de l'âge
de départ à la retraite. Parce qu'effectivement, ils commencent à se rendre compte que ce truc-là, bah, il va y avoir des effets secondaires, indépendamment du fait qu'il va retrouver du fric ailleurs et que, bah, le livret A est, paraît-il, tout à fait désigné, pour faire, de l'emprunt forcé et sachant qu'évidemment cet emprunt forcé, bon, bah, voilà, on a toujours les sous, mais virtuellement et pour plus tard et puis que aussi quand même, le livret A, ça finance le logement social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on va être entré dans des choses, concrètes, où les gens vont devoir, on va mesurer les effets que, bah, si on fait un effort, financier, militaire et cetera, il va falloir, ben, prendre de l'argent quelque part et comme il n'est pas question de le prendre, heu, trop, sur les ultra riches ou bah, il va falloir le trouver ailleurs. Donc effectivement, il vaut mieux taxer les pauvres, c'est bien connu, ils sont plus nombreux. Voilà, Et donc Bah, c'est partager quelque part, l'argent. les syndicats sont peut-être déjà en train de se rétropédaler sur ces questions-là. Il y avait ce communiqué il y a 2 semaines, je crois, de ça, qui mangeait pas de pain, qui allait pas loin, hein. Mais Oui, oui, tout à fait, parce que dans l'article, ce que je vois, c'est qu'il y a une déclaration alors de, Gilbert Sette, qui juge ouais, c'est ça. dérisoires les débats sur l'âge légal. Il appelle les syndicats et le patronat à ne pas ignorer, la gravité de la situation internationale et militaire dans le cadre de leurs discussions. Alors ça va être alors je ne sais pas qui est ce Gilbert Sette. Heu, Hem, c'est devenu un ministre, on a changé tellement que oui, voilà, j'ai c'est ça le perdu. problème. Je bah, Oui, vais découvrir. non, c'est le président du conseil d'orientation des retraites. OK, ouais, c'est encore plus grave alors. Oui, Heu, c'est assez embêtant. mais ah bah, moi je souscris d'autant plus à ce qui est dit que, nous au PRCF, dès septembre 2022, c'est-à-dire avant que, ait lieu le grand mouvement sur les retraites, nous avions lancé comme slogan: «L'argent pour les salaires, pas pour la guerre». Parce que par définition, il va falloir financer la guerre et donc ça va être un moyen d'écraser complètement et en plus, ou double, en réalisant le fameux saut fédéral européen, j'y reviens. Mais je peux Tout à prendre fait. un exemple très concret, de cette volonté d'écraser, l'ensemble des conquêtes sociales et cetera. C'est l'économiste Nicolas Bouzou, que l'on s'amuse à retrouver souvent sur les plateaux télé et ça ne vous étonnera pas. Voilà ce qu'il a déclaré il y a quelques jours, sur, son compte, Meta. Face au risque de guerre, la France doit adopter un programme de puissance économique, augmenter le temps de travail, partir en retraite plus tard, simplifier radicalement la vie des entreprises, libérer l'innovation sont désormais des impératifs sécuritaires. Et il ajoute, ne refaisons pas les erreurs des années 30. Bon, à ceci près que la situation ressemble beaucoup plus à celle de 14 qu'à celle des années 30, hein, passons. Donc oui, mais c'est une évidence. Alors le problème, c'est que les états-majors syndicaux, là où ils sont un peu coincés, c'est qu'effectivement, d'un côté, bah, ils ne peuvent pas accepter ça, mais d'un autre côté, on en revient à ce qu'on disait. Et il y a quand même une menace russe, l'Europe est en danger, la France est en danger, ils sont tiraillés. Et je parle bien des états-majors syndicaux. Le problème, c'est que ces états-majors syndicaux, bah, qu'on le veuille ou non, ce sont aussi eux qui irriguent la discussion au sein de l'ensemble de la CGT, même si très franchement la situation est très tendue au sein de la CGT, dans certaines branches, dans certaines unions départementales ou que sait-on encore, parce que justement, il y a des divergences énormes et qui finalement n'arrivent pas à être résolues parce qu'il y a la question, bah, toujours, de l'impensé de l'Union européenne, l'impensé éventuellement, vraiment de la Russie, puisqu'effectivement la fédération de Russie est le mal absolu. Soit dit en passant, ça ne veut pas dire que nous soyons de grands amateurs, loin de là, du régime né de la disparition de l'URSS en 1991 et ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine est un saint, bien au contraire. Même, bon, bah, il défend une certaine politique qui, d'ailleurs, a débouché sur la répression de nos camarades du KPRF, du Parti communiste de la Fédération de Russie, en septembre 2021. Donc, on va pas forcément applaudir ça, loin de là. Mais malgré tout, bah oui, cette espèce de dichotomie, cette binarité, c'est très hollywoodien, hein, puisqu'on faisait référence au cinéma, le bien contre le mal, les gentils contre les méchants. Un des moyens de le conjurer, c'est justement de mener, encore une fois, cet affrontement de classe et d'autant plus que oui, la guerre, elle se finance sur nos fonds de pension, sur notre éducation, sur notre santé, sur nos salaires. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau, hein, pour conclure. Je rappelle quand même que Ronald Reagan a été le champion du déficit budgétaire aux États-Unis.
Comment? En sabrant dans tous les services publics et en investissant massivement dans son initiative de défense, stratégique, hein, la Star fameuse Wars, la guerre voilà, mondiale. et voilà, mais en fait, ils sont en train de faire exactement la même chose, les types, et donc qui paye l'addition? Bah, comme d'habitude. Voilà. Mais alors, je vais me faire un peu complotiste, Fadi. Heu, on a vu, le narratif des Américains changer. Regardez, on a envoyé, alors là, tu fais un magnifique placement de produit. Heu, J'en heu, profite. le narratif des pour un responsable du PRCF, je n'attendais pas un placement de produit. Non, plus sérieusement, on voit que le narratif a changé. Ils disent: «On a envoyé tant d'argent à l'Ukraine», mais au final, Zelensky dit: «Moi, j'ai pas reçu autant». Est-ce qu'on n'est pas en train de nous rejouer la même chose en France? Dans le sens, pas dans la volonté de dire Zelensky est corrompu, mais que personne ne regarde trop ce qu'il y a dans ces dépenses monstrueuses de guerre et que derrière, peut-être qu'on colmate des brèches de dérapage complet de nos finances, qu'on ne veut pas avouer. Puisqu'on a déjà vu, avec Bruno Le Maire, quand même la capacité de ce gouvernement à cacher, l'état catastrophique dans lequel on est et qu'en fait, en faisant semblant de financer l'effort de guerre, on n'est pas en train de réparer d'autres pans de l'économie, mais i on plutôt que d'admettre que c'est en ruine, tu vois? C'est un peu complotiste, hein, ce que je dis, mais on peut se poser la question, c'est pourquoi il y a besoin d'autant d'argent? Bah, moi, souvent, quand on parle de ça, et puisque tu as utilisé le terme de complotiste, j'ai une anecdote. Quand je donnais cours un moment sur, je ramène un peu à ma situation professionnelle, mais parce qu'elle est liée en réalité. Je donnais cours à un moment donné sur le complexe militaro-industriel aux États-Unis. Bon, et je montrais à des élèves le discours d'adieu, d'Eisenhower, le 17 janvier 1961, puisqu'il avait terminé son deuxième mandat, et dans son discours, il dénonce quoi? Mais l'emprise du complexe militaro-industriel. Donc c'est le président des États-Unis sortant et général qui le dit, en expliquant que ce complexe est en train d'exercer une influence totale, il utilise le mot, hein, totale, sur l'ensemble des structures sociales, économiques, culturelles, etc. Et que si nous n'y prenons pas garde, il dit ça à propos à des travailleurs des États-Unis, eh bien le risque est de dériver, quoi, de dériver vers, de sortir de la démocratie, en gros. Il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais pas loin. Mais c'est ce qui se passe en France, de toute façon. C'est exactement ce qui est en train de se passer en France. Et ça, c'est pas complotiste. C'est pas du tout complotiste. Ou alors Eisenhower est complotiste. Et puis tout le monde est complotiste. En fait, ça s'appelle une analyse concrète d'une situation concrète. Et pourquoi je raconte ça? Parce que quand j'avais montré la source à Eisenhower, à la base, je ne l'avais pas forcément montré. Et une élève me dit: «Mais c'est pas un peu complotiste ça, monsieur?» Je dis: «Bah attends, je vais te montrer la source. Eisenhower, et tiens, regarde qu'il a repris France Info». Donc j'en déduis que France Info et Eisenhower sont complotistes maintenant. C'est ça que j'en déduis. Donc non, je crois que c'est la même chose qui est en train de se passer, en France. Le déficit budgétaire, effectivement, il se creuse, mais pourquoi? Bah, parce que quand on investit des sommes folles, il faut rappeler quand même qu'on est, désormais sur un plan de 413 milliards d'euros depuis 2024 et que l'Union européenne en réclame 800 milliards d'euros à l'ensemble de l'échelle continentale de préférence. Glucksmann appelle, lui, à un plan de 500 milliards d'euros. Enfin, il faut bien aller le chercher cet argent, et naturellement, on se doute bien que les plus grandes fortunes, alors pour certaines, financeront, parce que c'est leur intérêt, surtout si ce sont des marchands de canons. Pour d'autres, bon, essaieront d'y échapper à peu près, ou alors moyennant quelques petits arrangements fiscaux, ça se passe toujours ainsi. Donc à un moment donné, il faudra aller sabrer, il faudra aller sabrer, et ça, bah, non, c'est pas du complotisme, ça s'appelle le discours d'Eisenhower de janvier 1961. C'est vraiment l'avantage de l'histoire, c'est que comme elle repose souvent sur des faits, très concrets, bah, elle permet de démontrer que, des choses qui peuvent paraître invraisemblables ou insensées, en réalité, ont bel et bien lieu. Et peut-être justement parce qu'elles sont quelque part insensées. Oui, parce que je pense, si tu veux, que la problématique qui se pose dans ces financements pour le réarmement, pour tout, c'est que c'est un chèque en blanc qu'on fait. Oui, bien sûr, C'est un chèque en blanc et c'est bizarre, mais j'ai l'impression de voir la même rhétorique que le «quoi qu'il en coûte» pour sauver l'économie devient «quoi qu'il en coûte» pour construire la défense européenne. tout à fait. Il Et faut donc, on nous dit, là, 800 milliards. Après ce sera, 3 milliards de milliards de milliards, tu vois?
C'est-à-dire que de toute façon, vu l'augmentation, ce qui est étrange parce que même 800 milliards, vu le volume de la population européenne, c'est énorme par habitant, en Oui. réalité. Ah oui, c'est énorme. C'est absolument C'est c'est invraisemblable. Mais voilà, encore une fois, ne pas négliger la tactique. Tiens, tu parlais de Naomi Klein, hein, la mmh, stratégie du choc, le chaos, la sidération. Il faut pas perdre de vue de ça parce que, c'est une vieille méthode de gouvernement aussi, c'est-à-dire d'ailleurs, c'est ce que fait, Milei ou c'est ce que fait Trump. C'est multiplier les coups de boutoir, les multiplier dans tous les sens, créer un état de sidération, de paralysie, de d'impuissance, littéralement d'impuissance et ainsi mener la stratégie, tambour battant qui, voilà. Soit dit en passant concernant Trump, n'oublions pas quand même que, c'est une bonne chose, le fait qu'il y ait la désescalade, qu'il souhaite une désescalade de toute évidence, à l'est de l'Europe, tant mieux. Mais comme tu l'as dit, bon, il poursuit aussi une stratégie déjà mise en place par Obama de pivot asiatique contre la Chine. Il strangule Cuba, le socialiste, ne l'oublions pas et il n'est pas un grand amateur et pour cause des républiques, on va dire anti-impérialistes en Amérique latine. Et puis il a quand même annoncé la couleur, concernant, le Canada, le Groenland ou le canal du Panama et il ne faudrait pas prendre ça aussi ces déclarations comme étant, farfelues. C'est aussi parce que, si on regarde bien, c'est un moyen, encore une fois, de contrer la montée en puissance de la Chine. Parce qu'il y a la Chine populaire qui monte en puissance avec son projet pharaonique de, une route, une ceinture. Et puis, que dire à propos de la bande de Gaza? Pour en parler aussi, qu'il veut transformer en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Bon, inutile de dire que les Palestiniens n'apprécieront pas trop. Mais je disais tout ça parce que pour avoir en tête que, dans le fond, oui, c'est cet état de sidération et c'est cette logique structurelle, factuelle et nullement, complotiste ou inventée qui est à l'œuvre, y compris en France. Alors évidemment, pour l'instant, il y a encore un effet, je pense, de sidération, mais alors la question, c'est que la sidération dure pas trop longtemps. C'est ce contre quoi nous devons nous battre, d'où l'importance de mener la guerre de propagande, évidemment, mais aussi, bah, de mener, la reconstruction d'un vrai outil syndical et politique au service des travailleurs, comme nous essayons de le faire avec nos moyens au PRCF. Alors je vois, Jean-Brigitte Trogneux qui dit, «Olena Zelenska, s'achète une, Bugatti Tourbillon». Alors je ne vais pas lui reprocher si c'est vrai qu'elle l'ait fait, ça fait vivre l'industrie française. C'est le peu de constructeurs de luxe qui nous reste, je préfère ça que qu'elle s'achète une Rolls-Royce. Donc je suis désolé, contrairement à Emmanuel Macron qui achète des Aston Martin anglaises, au moins elle nous reverse un peu de ce qu'on lui a donné, pourquoi pas? C'est si ça peut marcher, si ça pouvait marcher aussi bien pour le reste. Non, plus sérieusement, je vois certains qui posent la question: «Ouattou, pourquoi vous expliquez pas la période de Gorbatchev et surtout de Boris Yeltsin? Pour comprendre le présent, il faut connaître le passé». Ah bah, aucun problème pour en parler, hein, d'autant que j'en parle déjà, ne serait-ce qu'en cours au programme, mais c'est clair que la liquidation de l'Union soviétique par Gorbatchev, parce que c'est ça qui s'est passé, a traumatisé, la Russie. D'ailleurs, quand vous dites le nom de les Russes, hein, quand vous dites le nom de Gorbatchev en Russie, bon, voilà et Helsinki, c'est encore pire. On a d'ailleurs tendance à oublier, qu'à l'époque d'Helsinki, la Russie envisageait d'être au moins un partenaire de l'OTAN. On a Oui, tendance à l'oublier oui, oui, tout à fait. et que par ailleurs, la thérapie de choc, comme ça qu'on l'appelait, dite libérale, a provoqué une catastrophe économique pour l'ensemble des travailleurs russes. Alors pas pour les grands oligarques, il faut bien reconnaître qu'eux, ils étaient plutôt satisfaits du régime Eltsine. Et ce qu'on oublie également, c'est qu'il y a déjà eu, puisque à l'heure actuelle, on parle aussi de problèmes d'élections en Europe, comme par exemple en Roumanie, mais en Russie, il est maintenant avéré que, en fait, au moment de l'élection présidentielle de 1996, c'est le Parti communiste qui aurait dû revenir au pouvoir. Seulement voilà, comme par hasard, les élections, bon, voilà, il y a eu quelques irrégularités, etc. Parce que les Russes, en 5 ans, avaient vu les joies de la conversion au capitalisme et à la thérapie de choc, et pour une majorité, avaient dès lors fait le choix du Parti communiste de la Fédération de Russie. Bon, bah, sauf que ça s'est pas passé comme ça et que, il faut pas oublier qu'Helsinki a mené une véritable guerre contre les opposants politiques, pas que les communistes, qu'on n'oublie pas également l'épisode de la Douma, encerclée par les tanks
à l'automne 1993, hein, qui avait été prise de force donc parce que bon, bah, des oppositions de la part de députés et cetera. Tout ça a traumatisé et en plus, ça s'est produit dans un contexte où l'OTAN s'est étendue en Europe. Donc, en conclusion, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, bah, il a changé de braquet, lui, très clairement. Il a changé de braquet, il a décidé de regonfler les muscles, si j'ose dire. Et ça, c'était inacceptable. C'était inacceptable pour les États-Unis, et cetera. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la Russie soit dans une santé économique, florissante absolue, hein. Il y a par exemple un problème au niveau de ses structures industrielles. Elle importe beaucoup de produits industriels ou technologiques venant de Chine, entre autres. C'est pas pour rien d'ailleurs que Tout à Donald fait, comme Trump. tout le reste du monde, hein, quand même. Effectivement, mais la dépendance russe vis-à-vis de la Chine est non négligeable, pour une bonne raison. C'est que la Russie, bah, elle a du mal à échanger avec les États-Unis et les pays d'Europe, entre autres. Et que dès lors, son principal fournisseur ne peut être que la Chine. Elle a du mal à diversifier, on va dire, ses importations industrielles. Qu'on le veuille ou non, la France peut encore à peu près le faire, c'est au moins l'avantage. Donc, c'est pas pour rien que Trump, lui, ce qu'il souhaite pour mener sa guerre contre la Chine, sa guerre commerciale ou d'une autre nature, on verra bien, il a besoin que la Russie et la Chine ne soient pas si proches que cela. Et de fait, la Russie ne souhaite pas être si dépendante que ça de la Chine. C'est pas dans son intérêt non plus de l'être trop. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a une plus grande rationalité d'ailleurs, hein, chez les dirigeants russes que, par exemple chez Macron. Mais c'est vrai que cette période de 85, ça avait en fait commencé avant, faut pas croire que ça allait forcément bien avant l'URSS non plus, hein, faut pas exagérer. Mais cette période-là a eu des conséquences, bah, très importantes à tout point de vue géopolitique, mental, hein, aussi politique et bien entendu social, hein, parce que, les Russes ont vu leur niveau de vie s'écrouler dans les années 90, notamment avec la crise de l'été 98, hein. Donc, ça, ce sont des éléments à prendre en compte, là encore, pour comprendre, ce qui se passe. Parce que je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs, c'est pas le prof d'histoire que je suis qui dira le contraire. Si on veut comprendre la géopolitique actuelle, inévitablement, eh bah, il faut utiliser l'histoire, c'est inévitable. Mais alors justement, j'ai une dernière question pour toi, puisque après, je suppose que tes il faut préparer, il y a les Eh élèves oui, et moi je pars en tournage ouais, pour faire une vidéo pour cet après-midi. Il y d'accord. a, Donald Trump semble vouloir pousser pour une paix rapide en Ukraine, mais dans 2 ans, il a les midterms, donc élections, qui sont un axe principal de la politique américaine. Or, si Oui. on peut estimer que s'il conclut la paix trop vite, il ne pourra pas capitaliser dessus au moment des midterms. Or, conclure la paix en Ukraine serait une grande victoire pour lui, qui lui permettrait effectivement, vis-à-vis des démocrates qui ont été plutôt pour la guerre, de continuer à gagner et que s'il le faisait maintenant, l'eau passerait sous les ponts et justement 2027, c'est aussi la date de notre élection à nous et donc paradoxalement, une durée d'un conflit jusqu'en 2027 pourrait être au bénéfice de Macron, du moins, ou de ce camp-là. Versus, si justement il y a une résolution très rapide où ça risque de couper, le projet fédéraliste européen et justement les ambitions de Macron sur la défense européenne. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, juste une remarque préliminaire, je il faut par définition prévoir tout le Mmh. maximum de scénarios et se projeter. Je ne vais pas dire que je ne me projette plus parce qu'il faut par définition se projeter quand on est dirigeant politique, mais je ne perds plus de vue une donnée, qui me semble importante, qui est, l'imprévisibilité de ce qui se passe. Ça a été le cas avec les gilets jaunes. Ça a été le cas avec la dissolution, encore que nous, nous avions prévu la dissolution puisque nous avions déjà un document prêt fin avril 2024 qu'on a pu envoyer le soir même de l'annonce de Macron à nos camarades, sans quoi il n'aurait jamais été possible, d'avoir, des candidats PRCF pour les législatives. Donc ça veut dire qu'on avait réfléchi à cette possibilité. Mais pourquoi je dis ça? Bah, parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose en France en 2027. En fait, on ne sait pas. En réalité, on ne sait pas. Maintenant, effectivement, il est plutôt dans l'intérêt notamment de Donald Trump de faire en sorte que ce ne soit pas une victoire trop rapide pour lui parce qu'il y aura des comptes à rendre et déjà des comptes à l'intérieur. On verra quelles sont les conséquences de la politique économique menée, pour, les travailleurs aux États-Unis. Parce que là aussi,
ne perdons jamais de vue, les données économiques et sociales internes qui rejoignent la géopolitique, surtout, vu ce qu'on a dit tout à l'heure. On finance la guerre et c'est au détriment des salaires, des retraites et cetera. Bon, Macron, normalement, ne se représentera pas, en toute logique. Mais après tout, on ne sait même plus où on en est, enfin, c'est pas qu'on sait plus où on en est, mais tout peut arriver désormais. J'estime que nous sommes entrés dans une période quand il a parlé d'une nouvelle ère, il a au moins raison sur un point, c'est que l'histoire s'est accélérée et que dès lors peuvent advenir des événements inattendus ou extraordinaires. Et c'est cela où ce sur quoi nous devons travailler. Quand je dis nous, je ne parle pas seulement du PRCF, je dis l'ensemble des forces qui, bon, bah, comme vous, comme nous, comme d'autres, travaillent pour préparer une véritable alternative patriotique et populaire en France. C'est d'être prêt à faire face aux tempêtes. Parce qu'en face, ils préparent la répression. La répression est déjà prête. Il suffit de voir les propos récents du patron de la gendarmerie nationale, hein, qui commence à parler d'ennemis de l'intérieur. On voit bien, hein, là où nous en sommes dans cette logique. Donc oui, effectivement, pour 2027, en tout cas les midterms, je crois que ce sera fin 2026 aux États-Unis. Il est clair que Donald Trump il a intérêt à avoir une politique, qui, fonctionne. Alors après, est-ce qu'il est prêt à accepter que ça continue comme ça en Ukraine, pendant 1 an et demi? C'est pas impossible. Après tout, si la Russie peut encore s'épuiser un petit peu sur le front, de l'Est, bah, autant que ce soit le cas. Je rappelle d'ailleurs historiquement que c'était Staline qui avait demandé l'ouverture, d'un 2e front, dès, la fin de l'année 41 et que les États-Unis rechignaient tranquillement, notamment parce que c'est vrai qu'ils combattaient le Japon, mais qu'à tout prendre, si l'URSS pouvait sortir affaibli de la guerre, c'était pas une mauvaise nouvelle pour eux non plus. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc ces scénarios-là, effectivement, ne sont pas à exclure. Encore une fois, il me semble que notre véritable force, à nous tous les forces qui, constituent cette volonté d'aller vers une autre alternative politique, une alternative vraiment patriotique et populaire, ce qu'on appelle le Frexit progressiste au PRCF, eh bien, c'est de se préparer à tous les scénarios possibles et imaginables, même au pire. Parce que justement, c'est quand on ne pense pas au pire qu'on se retrouve dans une situation de sidération et d'incapacité à pouvoir réagir alors que bon, l'histoire a montré que, bah oui, le pire peut advenir. On ne le souhaite absolument pas. Je ne suis pas là pour faire passer un message négatif, je dis juste qu'il faut en avoir conscience et c'est parce qu'on en a conscience que l'on est prêt à se battre. Pessimisme de l'intelligence, mais optimisme de la volonté. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, effectivement, j'ai fait, alors, je suis désolé Eric, il y a je crois eu un plantage, je ne sais pas Ah, si ah bah si, il est revenu. Voilà. j'entends, Ah, ah, tu je entends, mais c'est continue, tu mais es, ça s'émerveille une tout le temps. espèce de multivers étrange là. Tout à fait. Hem, sur la question, justement de l'instrumentalisation, parce qu'il faut voir, de la même manière que Macron, Trump instrumentalise ses victoires politiques, heu Évidemment. et donc effectivement, alors ce qui est sûr, c'est que peut-être que là, vu les remous depuis hier sur l'économie américaine et en particulier les déclarations qu'il a faites qui ont fait dévisser, le Nasdaq et la bourse américaine en disant: «Oui, il y aura peut-être une période d'instabilité» et je crois qu'à ce moment-là, il a vraiment fait paniquer les marchés, hein, les gens ne se rendent pas compte. On Mmh. on verra la semaine prochaine, et du moins toute cette semaine comment ça va évoluer, mais on est, dans les prémices d'un krach, hein, boursier. Mmh C'est-à-dire mh. l'effondrement, quand des sociétés perdent 15, généralement, on est à la limite de la suspension de la cotation. Donc c'est pour éviter justement que tout s'effondre. Est-ce que, le Dow Jones n'était pas juste surestimé et donc c'est juste une correction, ce qui arrive régulièrement en termes de bourse? Le capitalisme, a une capacité à être comme la grenouille, à gonfler, gonfler et à se faire plus grosse que ce qu'il est réellement. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit mal quel autre, vu les ratés dans les autres sujets et en fait le programme à part, on va dire, heu, se enrichir plus ses copains et cetera, Bon. il faut bien qu'il ait une assise électorale pour justifier une victoire. Il a bien son projet de Riviera méditerranéenne à Gaza, Mais les mais gens ça a s'en l'air foutent. d'être un peu long. Ouais.
Et puis ils s'en foutent, honnêtement les travailleurs des États-Unis, c'est pas ça qui les intéresse. C'est pas la riviera de Gaza, c'est pas ça qui Non. les On intéresse. est bien d'accord. Donc c'est vrai que j'ai du mal à il va bien falloir qu'ils trouvent un truc parce que c'est faut pour que les gens comprennent historiquement, heu, c'est les midterms, c'était le moment où les présidents déclenchaient des guerres pour gagner. Pas les arrêtaient, mais Mmh. déclenchaient. Donc, ça a été souvent le cas dans le passé que pour gagner l'élection, le président déclenche, le conflit et donc on se retrouve avec des débats aux États-Unis entre ceux qui sont pour aller, en Irak ou pour aller en Afghanistan versus ceux qui sont contre et cetera. Donc il y a cette logique très particulière aux États-Unis de la structure, même de leurs élections. On a moins heureusement, moi je trouve, on a moins ce problème en France même si, on a un problème plutôt d'inféodation du parlement au président avec, l'élection au même moment, qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai sujet là-dessus et l'Ukraine est potentiellement la seule victoire éclatante qu'il pourra montrer. Donc, et j'ai peur qu'ils aient pas forcément intérêt à une résolution rapide. Ils le disent, mais on a vu au début il a dit 48 heures, après 100 jours, maintenant il dit 6 mois, Mmh. Oui, oui, oui et Et puis, le et c'est ça. conflit israélo-palestinien allait être résolu en je ne sais combien de temps. Bon après, c'est un expert aussi dans l'art de la parole, on va dire. Mais, il est bon aussi là-dedans. Mais ce qui est vrai, oui, c'est pas du tout, impossible, ce scénario, d'autant qu'encore une fois, malgré tout, la Russie, soyons clairs, ne sera pas un allié des États-Unis. Donc, ça veut dire que s'il y a la possibilité d'affaiblir encore un petit peu la Russie, tout en contrôlant le régime de Kiev, tout en le contrôlant, c'est-à-dire, bon, ne pousse pas vraiment à la guerre, voilà, il va falloir négocier, essayer de tenir autant que vous pouvez, encore que tenir autant que vous pouvez, en enlevant les financements, je reconnais que ça va être plus compliqué ou l'aide, ça va être plus difficile. Il y a quand même des signes qui laissent entendre qu'on va vers la fin de la guerre. Mais il y a aussi, parce que derrière, je le répète, derrière la Russie, il y a la Chine. C'est vraiment la cible numéro un. C'est la Chine populaire. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, Joe Biden le disait, Barack Obama le disait. Il est dans cette logique de confrontation avec la Chine. Alors, je dis pas pour le coup qu'on irait, sur une guerre mondiale pour le coup avec la Chine, heu, je ne crois pas. Mais en revanche, il est clair que dans les temps à venir, on va certainement entendre davantage parler de la Chine, progressivement que de la Russie. Parce que la Chine, elle, faut pas oublier, pendant ce temps, elle est en train de déployer son influence jusqu'en Amérique latine. C'était passé inaperçu, relativement, mais mi-novembre dernier, le port de Chancay au Pérou a été inauguré. Or, c'est le port qui se veut être le Singapour, de l'Amérique latine et qui, pourrait permettre une traversée du Pacifique en moins de 10 jours, de l'Asie jusqu'à l'Amérique latine. Et comme ça, les produits chinois, bah, peuvent arriver tranquillement et se déverser, sur l'ensemble de l'Amérique latine. Heu, voilà, il y a aussi la course à l'Arctique qui est vraiment importante. C'est pour ça aussi qu'il y a eu tout ce discours sur le Groenland et le Canada. Donc je crois vraiment que pour Donald Trump, dans le fond, il va devoir inventer ce narratif-là et d'autant plus et pas que l'inventer, il existe déjà, plutôt le développer, de manière intense et d'autant plus qu'encore une fois, tu l'as dit, la situation intérieure aux États-Unis, elle va pas être réjouissante pour les travailleurs. Et nombre de travailleurs vont encore une fois se rendre compte de, bah, ce que c'est que d'avoir, dans le fond quelqu'un qui, bah, reste, même un milliardaire et qui pense avant tout aux intérêts, de des gens plutôt proches de sa classe sociale, si j'ose dire. eh ben, merci, Fadi sur ces bonnes paroles. De toute façon, tu es le bienvenu ici. Bah, merci à toi et à vous 2 d'ailleurs pour, l'invitation, c'était avec Tout à plaisir. fait. Alors on a dévié un peu des sujets, mais je me suis dit, c'était intéressant d'avoir ton avis parce qu'on est dans une telle guerre informationnelle, Mmh. c'est important d'avoir des voix discordantes et Bah, si cette je peux f rhétorique de la guerre en permanence, mmh. moi me fatigue parce que justement ça masque tout le reste. On Bah, pa évidemment, évidemment et d'ailleurs, quitte à conclure de manière positive et offensive, je ne ferai que citer ce que disait Lénine, je dis bien Lénine, devant les jeunesses communistes. Il leur disait, bah, pour vraiment que vous soyez communiste, il faut s'instruire, s'instruire encore et toujours.
Eh ben, merci et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, envoyer, à vos amis, à tout le monde. Je ferai une prochaine chronique sur, les syndicats et sur les gens qui composent les syndicats. Alors, Tu j'ai veux pas que je fait la les fasse, partis Pedro? hein? Tu veux pas que je la fasse plutôt? Ayant Si connu tu la baisse veux, si tu veux. salariale? Voilà, ça y est, je lance, des carrières de chroniqueur. Sinon, je fais sur, les parents des clubs de foot des enfants parce que c'est vraiment un Ah ça sujet. c'est bon, ça c'est Mais bon. je veux faire sur les profs aussi. Mais pour l'instant, je me garde un peu de marge parce qu'il y a quelques trucs sur les notes sur Pronote, sur, Ah, il y aurait des choses à dire. oui, voilà, mais c'est non, mais c'est une chronique acide sur les différentes catégories de personnes, parce que je m'inspire de Tolstoï et de ceux qui conseillaient le tsar et donc je catégorise les gens et dans mes chroniques, il n'y a jamais personne de normal. Bref, j'ai fait ça pour les militants politiques, ça m'a valu Tu plein parti d'appels: «Ah, qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi il y a pas de gens normaux dans les partis politiques?» J'ai dit: «J'assume». Je viens de faire les associations de parents d'élèves. On va voir. Mais effectivement, merci Fadi, merci à tous, C'est moi. ceux qui participent dans le chat. Vous êtes toujours nombreux, il y a des habitués et je dis à jeudi et probablement aujourd'hui, il y a plusieurs vidéos qui sortent si j'ai le temps de les monter. Bonne Merci journée encore, à bientôt. au revoir. Au revoir, merci. au revoir.